D'ailleurs, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux. La France doit-elle craindre le retour au pouvoir de Donald Trump? Oui ou non? Vous votez sur Twitter et sur YouTube. Vous nous appelez d'ailleurs pour prendre la parole au 0826 300 300. Le retour au pouvoir de Donald Trump, c'est une première dans l'histoire politique des États-Unis. Un président qui avait été élu puis qui avait été battu, qui se fait réélire. On en parle avec un historien du coup, Georges Ayache. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, historien spécialiste des États-Unis. Je le disais, c'est une première dont on ne mesure pas encore les conséquences politiques d'ailleurs. Non, parce que Trump est imprévisible d'une part, et puis parce qu'on a l'impression de prendre pour critère le premier mandat qu'il a déjà effectué entre 2016 et 2020, alors qu'aujourd'hui les conditions sont quand même assez différentes. Alors les conditions sont différentes, l'équipe est différente, et d'ailleurs la politique annoncée est en bonne partie différente, hein. Oui, elle est annoncée en bonne partie différente, mais la méthode s'est affinée. D'une part, il s'est entouré de gens beaucoup plus professionnels que lors du premier mandat. On sait très bien quelle est la tonalité des gens, que ce soit Rubio aux affaires étrangères ou que ce soit au commerce, où on a quand même des personnalités très 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 marquées dans le camp du protectionnisme. Et d'autre part, on sait très bien que Trump va utiliser sa méthode habituelle, qui est la méthode du bulldozer en quelque sorte, hein, faire pression de manière quelquefois outrancière pour obtenir un accord. Donc faire pression pour obtenir un accord et faire pression notamment sur ses alliés. Dans les discours du président élu et qui sera réinvesti demain, on a quand même eu la stupéfaction de découvrir qu'il se mettait, et ça aussi c'est historique, à revendiquer des territoires de certains de ses États alliés. Je parle du Groenland, qui est une possession danoise, donc membre quand même de l'Occident. Je parle de Panama par exemple. C'est une véritable nouveauté, sans parler du Canada. Oui, là c'est un peu de provocation, c'est beaucoup de provocation en fait, parce qu'il sait très bien que il ne prendra jamais possession du Groenland et encore moins du Canada. En revanche, il y a une logique sous-jacente dans ces avancées, ces saillies provocatrices. D'une part, on sait que le Groenland est détenteur de métaux extrêmement rares dans son sous-sol, donc il y a une richesse potentielle qui ne peut laisser personne indifférent. D'autre part, je ne parle pas du Canada, mais du canal de Panama, on sait très bien que c'est un passage transocéanique qui est vital pour les Chinois. Et les Chinois dont effectivement les importations, les exportations posent problème à de nombreux pays et pas seulement aux États-Unis. Alors parlons aussi de l'Arctique, je l'ai dit, donc Donald Trump qui, de manière provocante, a sous-entendu que le Canada devrait devenir le 51e État américain. Donald Trump qui suggère aux Groenlandais de rejoindre les États-Unis. Ça veut dire aussi qu'il veut renforcer la présence américaine dans l'Arctique. C'est contre qui qu'il fait ça? C'est contre la Russie? Non, il a plusieurs points d'application, si vous voulez, dans sa stratégie, qui est la stratégie de la plupart des présidents américains qui l'ont précédé au demeurant. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'original. Au-delà de la forme, sur le fond, c'est la même chose que ce qui se faisait avant. Ça, c'est important ce que vous dites. C'est la Chine qui est en ligne de mire. Elle a été au temps de Biden, elle a été au temps d'Obama, et même ça remonte à Nixon. Oui. Le tropisme chinois était très très important. À l'époque, c'était dans le sens de la séduction. Maintenant, c'est dans le sens de la rivalité, de la confrontation. Mais alors justement, à quoi ça rime de viser les Chinois en avançant au Groenland? Ça montre que l'Amérique est partout. Et que rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé indifférent, et que le temps où l'Amérique laissait faire et laissait, par exemple, les Chinois ou d'autres agir à leur guise est terminé. Donc, il va y avoir un resserrement de boulons de ce côté-là, et les Chinois l'ont très bien compris du reste. Ils sont d'une sensibilité très 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 fine, et ils ont compris qu'avec Trump, au-delà des extravagances, etc., c'est l'écume des choses. Ça, la réalité, c'est que le bras de fer est engagé. La réalité fait que le bras de fer est engagé. Parlons maintenant du bras de fer avec les alliés de l'Amérique. Je parle de l'OTAN notamment, de la France, de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir les Américains se retirer progressivement militairement de l'Europe parce que leur nouvelle priorité est la Chine? Vous savez, ça fait longtemps que ça a commencé. Oui, sauf qu'il reste encore beaucoup de soldats américains. Ils vont pas se retirer de l'OTAN. C'est un acquis qui est très. C'est un signal
un marqueur qui est trop important pour qu'ils se retirent purement et simplement. Simplement, ils font faire pression sur les alliés pour qu'ils donnent davantage d'argent pour leur défense, ce qui est une revendication sempiternelle de la Maison-Blanche depuis encore une fois des décennies. Ça remonte à Kennedy, cette histoire. Hein. Le reproche aux Européens de ne pas en faire assez pour leur propre défense. Lui va mettre l'accent dessus. Il va probablement se débarrasser du fardeau ukrainien qui coûte beaucoup d'argent pour un rapport stratégique qui est faible aux yeux de Trump, pour se concentrer sur l'essentiel, encore une fois, c'est sur la Chine. Alors parlons maintenant de l'Ukraine, puisque c'est l'Europe et donc c'est aussi nous. Se débarrasser de ce que vous appelez pour lui le fardeau ukrainien, ça veut dire quoi concrètement? Négocier dans des conditions plus favorables avec la Russie, se réconcilier avec la Russie de Vladimir Poutine? Il va faire un deal. L'idée de réconciliation est un peu étrangère à la logique de Trump. Hein. Ce sont des deals. C'est un marchand et il fait des accords. Je dis ça parce qu'on lui a beaucoup, on l'a beaucoup soupçonné d'être proche de la Russie. On l'a même accusé d'ailleurs pendant longtemps de travailler pour le compte des Russes quand même, ce qui est une accusation très grave aux États-Unis. Et quelle sera la nature des rapports entre l'Amérique de Trump et la Russie de Vladimir Poutine? Ouais, ce rapprochement, il ne faut pas non plus exagérer parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été contrefaits par le FBI. Hein. Justement, c'est pour ça que je vous laisse l'occasion d'en parler parce que c'est important de revenir sur les vieux fantasmes. Absolument, vous avez tout à fait raison. Cela dit, sur la Russie, il veut simplement un apaisement. Hein. Il ne cherche pas une réconciliation, des embrassades avec Poutine, etc. Il cherche à avoir les mains libres de ce côté-là. De même qu'il cherchera probablement à avoir les mains libres au Proche-Orient. Il est évident que le point d'application, c'est pas le Hamas ou le Hezbollah, tout ça, c'est encore une fois à ses yeux, en tout cas. L'écume des choses, c'est l'Iran. Et donc Et donc là, il faut s'attendre peut-être à des initiatives. C'est pour ça que la neutralité russe qui vient de traiter un accord stratégique avec l'Iran est importante. Oui. C'est pour ça aussi qu'avec les Chinois, il y a peut-être quelque chose à faire de son côté. Effectivement. Alors je le disais, d'ailleurs, ça se passe en ce moment même. Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël aurait dû entrer en vigueur il y a précisément 14 minutes. Ce n'est toujours pas le cas parce qu'Israël n'a toujours pas reçu le nom des 3 otages qui devraient lui être remis par l'organisation terroriste du Hamas. Donc cela va continuer. Malgré tout, le changement de Joe Biden à Donald Trump à la Maison-Blanche fait que Benjamin Netanyahou se retrouvera avec un allié qui lui est beaucoup plus favorable. Certainement. Même s'il ne pourra pas faire n'importe quoi ou tout ce qu'il voudrait faire. Mais Trump n'ira pas au-delà de ce qu'on cherche à lui imposer, c'est évident. Mais il a un allié, certainement. Un allié qui essaiera de neutraliser au maximum l'Iran et qui essaiera surtout de reprendre le fil des accords d'Abraham qui avaient été interrompus après son départ et surtout après le 7 octobre. Alors les accords d'Abraham, on le rappelle, ce sont les accords parrainés par les Américains, par lesquels plusieurs pays arabes, dont le Maroc d'ailleurs, ont reconnu l'existence et la légitimité de l'État hébreu d'Israël. Absolument, parmi lesquels plusieurs États du Golfe, comme Bahreïn, comme les Émirats Arabes Unis, et il y avait en ligne de mire l'imminence d'un accord avec l'Arabie Saoudite. Et le 7 octobre a tout fait capoter pour quelques années. Donc il veut reprendre le fil probablement pour mettre les Saoudiens de son côté et pour neutraliser complètement l'Iran et par là même les groupes palestiniens, les groupes terroristes palestiniens. Alors, sauf que sur ce sujet précisément, celui de la guerre au Proche-Orient, Donald Trump avait été le premier président américain quand il était dans son premier mandat, à reconnaître la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, d'une part, et le fait que Jérusalem était la capitale d'Israël. Je le précise, c'est important, c'est pas le cas de la France. Aujourd'hui, la France ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Est, et encore moins d'ailleurs le fait que Jérusalem soit la capitale. Pour la France, c'est Tel Aviv. Est-ce que Donald Trump serait prêt à reconnaître la solution à 2 États? Non. Non, mais je sais, cette solution devient une fiction qui est de plus en plus irréaliste. Comment voulez-vous faire trouver une solution à 2 États avec un interlocuteur qui cherche la destruction d'Israël? C'est impossible. Je pensais à l'autorité palestinienne, pas au Hamas, Georges Hayesh. Oui, bien sûr. Il y a l'autorité palestinienne qui verra bien, qui lui appartiendra de clarifier ses positions, parce que Mahmoud Abbas, on sait très bien qu'il est vieillissant, c'est bon qu'on puisse dire, qu'il est corrompu, qu'il a mangé à tous les râteliers, et qu'il faudra bien qu'il se positionne. Alors, est-ce qu'il le peut sans risquer sa vie, etc. C'est aussi un problème. Le problème qu'avait affronté Arafat dans le temps. Mais il faudra bien qu'il y ait une clarification à ce niveau-là, pour qu'effectivement il y ait une autorité sur Gaza d'abord. On parle de reconstruction de Gaza à juste raison, mais il faudra bien qu'il y ait un organisme politique qui chapeaute tout ça sur le plan interne. Ça ne peut plus être le Hamas. Ça sera forcément
faute de mieux de l'autorité palestinienne, mais il faudra qu'il y ait une clarification à tous les niveaux. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite peut contribuer à cette clarification. Parlons maintenant, pour terminer d'ailleurs, de la politique française. Qui sont les alliés de Donald Trump en France aux yeux de Donald Trump? Si je prends les différents candidats à la présidentielle française, la précédente, c'est Éric Zemmour qui est invité à assister à l'investiture. Est-ce que ça veut dire que pour Donald Trump, son allié ou son alter ego politique en France, en tout cas celui qui lui est le plus proche politiquement, c'est Éric Zemmour? Non, il n'a ni allié ni alter ego. La France n'a pas une grande importance. À l'échelle de l'enfance, j'entends. Oui, mais il est évident qu'effectivement, on peut avoir un critère, c'est sur les invitations à l'investiture. Là, on a Zemmour qui est invité, Sarah Knafo, et puis Marion Maréchal, puis un autre également qui fait partie du groupe au Parlement européen. Mais ce sont des gens qui, on le voit bien, sont assez marginaux en termes électoraux en France, et c'est plus sur le plan du symbole que sur le plan de la réalité. Il n'y a pas d'allié. Il se conformera à tout ce qui viendra en France en tant que légitimité politique. Il a été voir Macron dans le temps, et il ira voir le prochain président, ou le prochain président ira le voir à la Maison Blanche. Ça, sur ce plan-là, il va pas être très regardant. C'est des affaires qui ne le concernent que marginalement. Merci Georges Ayache pour cet éclairage. Cérémonie d'investiture demain, qui sera regardée d'ailleurs par une bonne partie de la planète, il faut le bien le dire, tant c'est historique. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des États-Unis.